Fillon. Il vivra plus vieux que Jacques Calment. Il y a des noyaux saucissants. Ils vont avoir dans le caleçon. Il est monté comme un étalon. Tu dis oui, je dis pas non. Au milieu de terrain, c'est Napoléon. Il mériterait une sélection. C'est le vrai but du ballon. Ses tirs vont pas toujours au fond. Faut pas lui secouer le tir-lipapon. On peut pas dire qu'il a le melon. En fin de saison, il sera champion. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 32e bistrot d'Allez le LOSC, l'émission des supporters de Lille présentée par le site Allez le LOSC et les dogs du net. Au sommaire de cette semaine, donc nous évoquerons d'abord le Lille-Montpellier, le LOSC grille son joker. Ensuite, nous ouvrirons un débat sur la Super League, quel avenir pour la Ligue 1 dans ce contexte et ce scénario. Et ensuite, pour terminer, nous analyserons le prochain match, OL-LOSC, malheur aux vaincus, une étape essentielle dans le sprint final. Vous avez remarqué, 32e émission, nous avions un générique particulier, nous avons un invité qui l'est tout autant, Florent Balmont qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir Florent, bienvenue au bistrot d'Allez le LOSC. Bonsoir à tous. Pour accompagner Florent, les piliers du bistrot habituels. Alors, je vais commencer par ceux que vous n'allez pas voir. Baptiste, qui est présent et qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous avons également Arnaud, bien sûr, qui réalise l'émission et qui pourra reprendre notamment tous vos commentaires que vous pouvez faire en direct sur le chat de la chaîne Twitch du bistrot d'Allez le LOSC ou sur les commentaires Facebook du groupe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous avons également Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous avons le duo des Christophe. Donc Christophe D et Christophe C. Bonsoir les Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir tout le monde. Et enfin, Georges, toujours présent en direct de Dunkerque. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous ceux qui n'ont pas encore été salués, quoi. Alors, Florent, pour commencer, cette chanson de générique, tu la connais bien. On va pas te demander de la chanter, mais enfin, comment tu l'avais reçue à l'époque, comme un hommage? Ça t'a fait rigoler? Ah oui, comme un hommage. Hein. C'est jamais anodin d'avoir une chanson pour un joueur. Donc non, ça m'a bien fait rigoler, les enfants aussi à cette époque-là. Et je trouve que c'était un signe aussi qui était appréciable. Donc on m'a assez chambré sur ça, mais je trouve que c'était sympa de la part des Yebdin. Tu as gardé le disque? Je dois l'avoir. L'avoir encore. Je l'écoute pas tous les jours. Hein. Mais il doit être dans les cartons, mais je l'ai écouté une ou deux fois. Voilà. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste poser quelques questions. Déjà, savoir ce que tu deviens. On t'a quitté au LOSC pour Dijon. On a vu que tu avais pris ta retraite sportive. Tu as enchaîné comme consultant sur la chaîne éphémère Téléfoot. Et donc, maintenant, tu entraînes Limonest. Qu'est-ce que tu deviens, en fait, professionnellement? Tu te lances dans l'entraînement? Tu poursuis le consultant?
Non, c'est sûr que j'ai déjà vécu une belle, même si ça a été court avec Mediapro, où j'ai beaucoup apprécié. Je pense que je suis tombé dans une équipe vraiment très sympathique, où même si ça a été court, c'était sympa. Et puis là, depuis le début de l'année, je passe mes diplômes d'entraîneur à Lyon, donc dans mon club de Limonest, où je passe mon BF cette année, et j'espère l'avoir pour après franchir les paliers petit à petit. Mais ce côté entraîneur me plaît de plus en plus. D'accord, donc plutôt entraîneur que chroniqueur ou intervenant à la télévision. C'est ça. Après, mais même si ça m'a énormément plu, là maintenant je me consacre à ce rôle d'entraîneur. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment je suis à fond dans mes diplômes, qui demandent beaucoup. Alors, je crois que Julien avait quelque chose à te dire. Julien, je te laisse la parole. Oui, alors Florent, j'ai remarqué que tu étais né un 2 février. Oui. Le même jour que Shakira, dont le dernier tube s'appelle Me Gusta, qui est un hymne à l'amour, mais aussi le même jour que le président Valéry Giscard d'Estaing, qui est connu, entre autres, pour avoir dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Alors ce serait donc ça le secret des natifs du 2 février, ce serait l'amour. Et tu aurais donc du cœur plus que les autres, Florent. Alors pour en avoir le cœur net, c'est le cas de le dire, je suis allé vérifier en faisant ton thème astral. Et ce que j'ai découvert, je ne vais pas mentir, m'a vraiment stupéfait. Les natifs du 2 février 1980, vous vous efforcez, quelle que soit la situation, de vous montrer chaleureux, généreux, loyal, honnête, droit et courageux. Vous êtes toujours disponible quand on a besoin de votre aide ou de vos conseils. Tout ça est vrai. Rien que ça. C'est étrange parce que moi, quand j'ai interrogé mes potes à ton propos, le qualificatif qui est revenu, c'était plutôt Florent Balmont, c'est un pitbull. C'était pas vraiment le gentil toutou à sa mémère. Alors, je suis retourné dans ton thème astral et j'ai lu d'autres choses. Vous avez besoin pour vous épanouir de discipline, d'ordre, de méthode, tout en possédant un enthousiasme et un optimisme qui fait de vous quelqu'un qui a la bougeotte et qu'il est très difficile d'arrêter. Un vrai tempérament de dog finalement. Alors après cette petite analyse, je n'avais plus aucun doute. Au LOSC, tu ne pouvais que t'épanouir. La preuve, c'était inscrit dans les astres. Tout est dit. Voilà. Et tout est vrai sur le thème astral. Alors je ne sais pas si ça te ressemble, mais... Oui, mais je confirme, je pense, j'ai l'impression de... Oui, pour moi, c'est ça. Je suis assez généreux. J'essaye de faire plaisir quand je peux. Et puis, c'est pour ça que j'ai autant... le LOSC, parce que j'ai fait 8 ans où j'ai eu beaucoup d'amour à côté, et c'est pour ça aussi où j'ai été autant épanoui dans cette équipe et dans ce groupe, et dans cette ville aussi. C'est cette ville parce que, et ça c'est pareil, beaucoup d'amis me l'ont dit, parce que finalement tu en incarnais les valeurs, ton côté lâche rien, ce côté pitbull justement, c'est-à-dire je te prends le mollet, je lâche pas. Quelques années auparavant, on avait connu Fernando D'Amico qui est une légende, qui est adoré par les supporters, et finalement tu as pris le relais sur le même type de poste en plus, c'est ça qui est rigolo, et ouais, tu as incarné complètement les valeurs de la ville et même plus largement de la région où on aime les gars qui lâchent rien, quoi. Oui, mais je pense que ça a été ça. Après, alors, moi, ça a toujours été comme ça. Je ne me suis pas fait une étiquette, c'est mon tempérament. À chaque club où je suis passé, je pense qu'on va retenir ça aussi. Mais c'est vrai qu'au LOSC, je suis resté autant de temps, mais parce que aussi les gens avaient peut-être besoin de ce côté-là, de rien lâcher sur le terrain. Et je pense que les gens du Nord donnent beaucoup. Il y a des moments pas faciles aussi, donc je pense que ça reflétait un peu ce côté-là. Donc, si on pouvait apporter du bonheur sur le terrain, et je pense qu'on l'a fait pendant 8 ans. Toi qui aimes aller au bout, ça n'a pas dû être facile de cet arrêt de Mediapro. Comment tu l'as vécu et comment tu te projettes sur ce métier de consultant, où pour le coup, nous, on t'a trouvé plutôt bon. Toi et Mathieu Bonnemère, vous avez été les bonnes surprises du lancement de cette chaîne. Bah, franchement, c'est sûr que déçu de la manière, parce que je pense que entre guillemets, le casting qui avait été fait était intéressant, parce qu'il y avait des jeunes consultants qui, à mon avis, savaient parler un peu de foot, n'étaient pas dans la critique facile, on était plus dans l'analyse, et puis les journalistes qui étaient là, c'était quand même de l'expérience, il y avait de l'expérience, donc il y avait tout pour réussir. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette personne qui stoppe ce côté-là. Je pense que ça aurait pu continuer pendant quelques temps, parce qu'il y avait des très bons échos. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a été déçu.
Et après, ce qui a été bien aussi, c'est que tous les gens qui ont suivi cette chaîne avaient des côtés positifs. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à Florent et avant qu'on puisse enchaîner sur la première partie de l'émission? Christophe? Oui, mais j'ai une petite question pour Florent. Tu l'as déjà répété plusieurs fois, tu as passé 8 ans à Lille, tu as eu une carrière de 18 ans en pro, et j'ai regardé un petit peu sur ce que j'ai trouvé là. Tu as une seule sélection en équipe de France Espoir. Est-ce que ça représente un regret au vu de ta carrière ou pas du tout? Ou est-ce que, vu la période, je crois que j'ai noté ça, c'est aux alentours des années 2000-2001, est-ce qu'il y avait vraiment des joueurs à ton poste qui te bouchaient est-ce que ça représente un regret pour toi? Alors, un regret, je ne sais pas. Après, c'est sûr que je l'ai souvent dit. Je pense que j'étais à deux doigts quand j'étais au LOSC. J'avais les présélections avec Laurent Blanc et il y avait Rio et Yo qui étaient. Donc, c'est sûr que j'étais pas très loin, mais je pense que je rentrais pas dans le profil de l'équipe de France, peut-être dans le profil un peu trop hargneux, mais c'est sûr que j'aurais bien voulu juste y goûter une fois pour savoir vraiment si je pouvais avoir le niveau de l'équipe nationale. Donc c'est plus ça. Maintenant, pas de regret, mais j'aurais bien voulu qu'on me la donne et puis que je puisse montrer. Mais après, ça n'a pas été un regret sur ma carrière. Et je vous propose de passer à la première partie de l'émission, donc le retour sur le match Lille-Montpellier. De toute façon, si des questions viennent se greffer pour Florent, on les posera au fil de l'eau. Il y aura certainement des rebonds à faire à chaque occasion. Donc Lille-Montpellier, on appelait ça le LOSC grille son joker, un match nul à domicile qui a été très décevant pour nous supporters. Qui veut commencer son analyse de match? Je vois Georges qui frétille sur sa chaise et qui meurt d'envie de parler. Georges, je te laisse la main. Allez, on va commencer. Alors d'abord, pour ce match, on a oublié quand même de revenir sur l'information principale de ce match. L'information essentielle, la seule qui importe, c'est que ça y est, c'est officiel, on est champion. Ils ne peuvent plus nous rattraper. Je veux dire, on est champion des Hauts-de-France, Lens ne peut plus nous rattraper. Pour la 13e année, la 13e fois en 14 ans, le LOSC est champion de la Ligue. Voilà, c'est la petite aparté, mais sinon, bon, pour le titre lui-même, le titre national, on voit que c'est un week-end qui n'a pas été particulièrement prolixe. Clairement, c'est 2 points de perdus sur un match où je trouve que derrière, on a gardé une certaine assise défensive, mais devant, il y a vraiment un peu dans la continuité des matchs précédents, une vraie perte de fluidité dans le jeu. On va pas commencer à parler un petit peu des failles individuelles, mais je trouve que devant, ça a manqué d'imagination, de créativité. C'est peut-être pour ça qu'au bout du compte, on laisse échapper 2 points que normalement, on devait avoir dans la musette, quoi. Baptiste, tu as vu ce match, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce match, déjà, pour revenir un peu sur le point qu'on a pris, pour moi, ce point, déjà, il vaut cher, parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, mais nous sommes encore maîtres de notre destin, on est toujours premier de Ligue 1, et sans ce point, on serait 2e derrière le PSG. Donc, le titre nous est encore promis. Le LOSC aurait pu perdre ce match dû à cette première période et cette inefficacité offensive, ce manque de réalisme qui aurait pu nous coûter le match. Mais avec ça, on peut dire quand même qu'on a fait pas un mauvais match, mais pas un bon match non plus. Mais les Montpelliérains s'estimaient d'ailleurs frustrés en interview d'après-match en ayant perdu 2 points. Mais Lille, je pense aussi, peut être frustré d'avoir perdu ces 2 points. Parce que pour moi, ce point, il est bon. Il y a une superbe équipe de Montpellier, une bonne équipe de Lille. Et d'ailleurs, pour la statistique, le LOSC a d'ailleurs tiré 20 fois au but. Donc, c'est sa 2e meilleure performance en 2021, derrière les 23 tirs face à Marseille. Donc, c'est un peu triste de voir qu'un seul but dans ce match avec une individualité et un très beau but d'ailleurs de Luis Araujo, mais on aurait pu voir un peu plus de buts avec ces 20 tirs et c'est dommage puisque tous nos concurrents ont malheureusement gagné juste après, donc ils reprennent du terrain sur nous. Christophe D, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Oui, un peu. En fait, je trouve que on a vraiment perdu 2 points parce que on a dominé le match quasiment tout le temps. Montpellier a été dangereux très peu souvent. Malheureusement, ils ont une bonne attaque. Donc, le peu qu'ils ont été dangereux, ils ont marqué un but. Mais après, le manque de justesse technique devant, c'est assez criant, quoi.
les mauvais choix, les dribbles en trop, les passes mal assurées, qui font que, ou les tirs mal choisis, qui font que on n'est pas une équipe qui respire la sérénité ces derniers temps, malheureusement. Et c'est pas le premier match qu'on voit comme ça cette année, hein. Depuis 2021, on en a vu plusieurs. C'est assez frustrant parce qu'on se dit que on a tout ce qu'il faut au niveau de domination du match pour gagner. Et il nous manque juste un peu de justesse et de précision. C'est vraiment frustrant pour les supporters. Julien, pour toi aussi, c'est un match frustrant? Ouais, c'est frustrant parce que j'ai perçu en première mi-temps, quand on arrivait à écarter un peu, on était plus dangereux. On a quand même des latéraux qui sont capables de monter beaucoup avec Selic et Reinildo qui sont vraiment en forme là, depuis 2-3 matchs. Donc j'avais cette frustration de ne pas les avoir plus utilisés. On s'est quand même beaucoup empalé sur leur défense qui a été plutôt efficace. Quand même à noter que le gardien finit gardien de l'équipe type de la journée, donc il sort une grosse performance. Et puis c'est toujours particulier de jouer cette équipe de Montpellier, parce que finalement il y a une animation offensive qui est tellement bonne, avec des mecs tellement brillants, c'est un peu moins brillant derrière. Donc c'est toujours particulier de les jouer. Moi j'espérais un match comme au match aller. Finalement, quand tu vois ces 20 tirs et ces 9 tirs cadrés, c'était pas si loin. Comme le disait Christophe, il y a un manque de justesse que je m'explique assez mal dans le dernier geste. Alors Georges disait, on va pas faire du nominatif. C'est toujours un peu pareil, hein. On a Iconé qui porte un peu trop le ballon, qui fait facilement le dribble en trop, qui pousse un peu trop, et on perd des ballons assez faciles comme ça. Mais il n'y a pas eu que ça non plus. Donc oui, il y a une frustration. Mais il y a quand même le plaisir de se dire c'était un match plutôt agréable. Montpellier est une belle équipe. Je vous l'ai dit souvent, j'aime beaucoup cette équipe de Montpellier. Et on a toujours notre destin en main. Il y a 5 finales. Si on gagne les 5 finales, on va au bout, on est champion. Et pas que des Hauts-de-France. Donc bon, écoute, tout reste à jouer. Ça va être à Galtier de réussir à débloquer ce truc, parce que franchement, quand tu as autant d'occasions, je crois qu'il doit y avoir un petit truc mental à décoincer chez les mecs de devant pour que toutes ces occasions sans but deviennent 2-3 buts et on ne serait pas en train de faire ce bilan-là, quoi. Christophe C, alors déçu, frustré ou finalement encouragé par la réaction et finalement le point arraché dans les dernières minutes? Rien de tout ça. Je pense qu'on n'a pas été mauvais la semaine dernière dans l'analyse à l'avant-match. On en a parlé longuement la semaine dernière. Je pense qu'on était assez proche de voir le match qu'on avait analysé, en fait. On s'attendait à des choses offensives de la part de Montpellier. On avait évoqué leur milieu de terrain qui a été très très bon, je crois. En tout cas, je l'ai trouvé très bon. Après, de notre côté, on est brouillon, on a du mal dans les transitions, dans le jeu offensif, c'est compliqué comme depuis les 3-4 derniers mois. Donc, frustré, non. Finalement, pas surpris non plus. Je pense que c'est un nul mérité au final. On ne mérite pas beaucoup plus que ça. Peut-être si on ouvre la marque avec l'occasion de Bourak au tout début, ça peut changer beaucoup de choses. Malheureusement, on la met pas, comme on a tous pu le voir. Donc, pas déçu, non, parce qu'on a encore un petit point d'avance et que le match de Lyon qui va arriver sera extrêmement important et c'est sur celui-là où il ne faut pas se rater. On avait un joker, on l'a grillé, on n'en a plus. Maintenant, voilà, on attend Lyon. Florent, tu nous as dit que tu suivais encore le LOSC. Est-ce que tu as vu le match contre Montpellier ou pas particulièrement? Non, j'ai pas vu ce match-là, même si je le regarde beaucoup. Mais c'est sûr que vu les retours, c'est sûr que je pense que vous pouvez être frustré parce qu'à domicile, on doit à chaque fois, c'est toujours pareil, de pouvoir l'emporter parce que ça fait quelques temps qu'ils sont premiers. Bon, je pense que c'est la fin de saison qui arrive. On a connu ça nous en 2011. La tension commence à arriver, les points sont chers à chaque match. C'est ce que j'ai dit. Il y a un journaliste, je ne sais plus, de France Foot qui m'a interviewé sur la saison de Lille où il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à celles de 2011. Maintenant, il reste peu de matchs, donc l'attention. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils reviennent au score aussi sur la fin. Donc l'état d'esprit est là. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, je pense que le match de Lyon, parce que moi, je les avais vus contre Paris, ils avaient fait un très, très gros match défensivement. Ils avaient été très costauds. C'est sûr, moi, j'avais pu les commenter au mois de février, où je les avais sentis un peu mitigés devant.
Maintenant, voilà, je pense que tout est possible. Et là, il y a un gros match qui s'annonce contre Lyon. Tu fais le parallèle avec le LOSC de 2011, tu trouves beaucoup de points communs entre les deux équipes. Alors notamment, il y a un parallèle qui se fait souvent entre toi et Benjamin André dans cette année. On dit même en plaisantant que s'il se rasait la tête, ce serait ton jumeau parfait. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur et justement de ce milieu de terrain lillois version 2021 ? C'est un très bon joueur. C'est vrai que nous déjà on se rencontrait déjà quand on était. Moi j'étais avec Lille et lui il était avec Rennes où il y avait déjà des bons combats sur le terrain parce que c'est un gars qui lâche rien, mais un très bon joueur aussi. Et je trouve que ça a été une très bonne recrue quand il est arrivé à Lille. Il fait du très bon boulot. Après ce que j'aime aussi, je l'ai écouté après le match de Paris, beaucoup d'humilité, pas parler de titre. Ça je trouve que ça c'est bien. Ça montre aussi l'expérience de ce joueur-là qui en a beaucoup et qui entre guillemets c'est un travailleur de l'ombre comme moi ce que j'ai connu un petit peu où quand il est bien ça suit un petit peu, c'est lui qui donne un peu l'impact physique aussi, il a une bonne qualité technique aussi, donc c'est vraiment un très bon joueur Ligue 1. Arnaud, est-ce que tu veux conclure ce premier tour d'horizon du match contre Montpellier ? Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux ? Alors oui, pour moi déjà le match de Montpellier, c'est vrai que c'était une déception, on va dire. C'est vrai qu'on perd 2 points. Après, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on a été volé ou quoi que ce soit. Montpellier était très bon. Ils ont une attaque de leur Laborde qui est vraiment excellente. Franchement, il y a rien à dire. Après, c'est dommage. Les matchs à domicile, c'est vrai qu'on doit les gagner et on n'a pas encore la hargne qu'il faut pour se sortir de ces matchs difficiles comme on a eu contre Nîmes ou contre Montpellier ou voire contre Brest aussi. C'est un peu dommage, mais bon, après, on a toujours le point d'avance. Si on peut le garder jusqu'à la 38e journée, tant mieux. Voilà. Après, au niveau... il y a Patrice qui dit sur Facebook que le match de vendredi était frustrant. Et une question pour Florent. Quel a été le match le plus frustrant qu'a vécu Florent au LOSC ? Le plus frustrant ? Oui. Alors ça, il faut, ça remonte le plus frustrant. Pour l'instant, ça sort pas. Maintenant, si tu trouves pas, nous on peut te dire le Bayern. Hein. Mais là, c'est pas frustrant. Là, c'était, il y avait 2 ou 3 classes d'écart. Donc à partir de là, oui, ça, je me rappelle ce match. Je pense que même nous, on avait envie de partir. On avait envie de rentrer au vestiaire au bout de 40 minutes parce qu'il y avait déjà 4-1 et que des fois, il faut avouer, il n'y a même pas de frustration parce que là, ils étaient largement au-dessus de nous. C'était un Bayern qui était que c'est sur ce match-là. Mais c'était une grosse claque, je me rappelle. Sinon, j'ai d'autres questions, François. Je ne sais pas si je les pose maintenant. Ouais, alors, il y a Virgile, alias Dericotte et Vir sur Twitch, qui dit, question pour Flo. As-tu hésité entre le club de Limonest et le Lyon West Sporting Club ou l'autre LOSC de Lyon? Qui est l'autre, oui, voilà. Donc, C'était quoi? J'ai pas entendu. Alors, ça a coupé à ce moment-là. Alors, as-tu hésité entre le club de Limonest et le Lyon West Sporting Club? Non. C'était Limonest. C'était Limonest parce que j'avais eu des bons contacts et c'est sûr que c'est un club où on m'avait donné des très bons échos et je confirme où je m'épanouis énormément dans ce club-là depuis le début de la saison. Et c'est un club qui évolue chaque année et qui, une anecdote, c'est l'année dernière, je les ai rencontrés avec Dijon en 8e de finale de Coupe de France et on les avait éliminés en prolongation. C'était même pas mérité, mais déjà même l'approche après derrière, elle m'avait énormément plu. D'accord. Et une petite dernière question encore, c'est... Je voulais juste rebondir sur cette question en disant que Florent est comme nous, il n'y a qu'un seul LOSC, donc le choix pour Limonest était évident. Juste une petite question sur Limonest, ils sont en National 3, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire qu'il n'y a pas de championnat pour l'instant. Comment ça se passe? Vous continuez à vous entraîner? Il y a du travail qui se fait? Moi je suis responsable de la catégorie U20 de Limonest. Après, l'équipe de National 3, c'est Nicolas Pinard. Et c'est sûr qu'en National 3, il n'y a qu'en National où ça reste encore le championnat, mais National 3, il n'y a plus de championnat. Donc, on essaye de garder les joueurs. C'est vrai que dans le monde amateur, je suis passé de l'autre côté, mais ça a été un peu abandonné de ce côté-là. Je pense que c'est dur pour ces clubs-là. Ils sont un peu à l'abandon. Donc,
heureusement que Limonest avait fait un très beau parcours en Coupe de France l'année dernière. Ils ont pu essayer de retenir un peu les joueurs, de les faire s'entraîner. Mais on essaye de s'adapter par rapport à cette crise qui n'est pas facile dans le monde amateur, on le voit. C'est difficile même pour les jeunes de les faire venir. Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. C'est ce qui manque. Mais on essaie d'y arriver. Mais oui, pour le monde amateur, c'est pas facile. Ok, je te laisse une dernière question des réseaux sociaux, Arnaud. Ouais, une parmi tant d'autres, hein. Je vais sortir les autres après. C'est question de Lost Boy qui dit est-ce que Florent pourrait-il venir entraîner l'équipe du LOSC si l'occasion se présentait? Oh, ça j'y vais. Le vrai LOSC, hein, pas celui de Lyon. Hein, le vrai LOSC. Non, oui, bah, après, c'est toujours pareil. Il faut voir les opportunités, il faut voir tout ça. C'est sûr que moi, même si je suis rentré à Lyon, je suis très bien à Lyon parce que c'est voilà, je suis lyonnais, donc et ça c'est important. Plus tard, on sait pas ce qui peut se passer. C'est sûr que moi j'ai passé 8 ans, je le dis souvent, mais 8 ans magnifiques avec je me suis fait énormément d'amis que j'ai encore du côté de Lille. Après on verra, mais c'est vrai que pour l'instant je suis quand même lyonnais, même si j'ai perdu un peu l'accent du Nord. Alors, je vous propose pour conclure cette partie Lille-Montpellier de faire un rapide tour de table sur les joueurs que vous avez retenus en positif ou négatif, donc sans trop développer sur ce match. Par contre, il y a un bruit de micro, je ne sais pas qui c'est, mais ça tape, faites attention, s'il est trop proche en fait de quelque chose, il y a un bruit qui est assez répétitif. Donc on commence par Baptiste, on va commencer par toi. Quels sont les joueurs que tu as retenus pour ce match? Alors pour ce match, moi au niveau top, il y a eu Arojo pour son but. Il n'y en a aucun qui est sorti du lot entre guillemets en tant que titulaire côté lillois, si ce n'est José Fonte. Et niveau flop, je vais retenir les deux Jonathan Iconé qui commence à retomber dans ses travers avec trop de dribbles, etc. Et Jonathan Bamba qui perd depuis plusieurs matchs son niveau. Et c'est vrai que je le mets en flop aujourd'hui pour son match. Julien, est-ce que tu as un top et un flop, hein? En top, j'ajouterais André pour sa très belle frappe sur le poteau. Il a quand même failli nous sauver le truc. Hein. S'il marquait, ça finissait à 2-1. Et finalement, vu le nombre d'occasions qu'on a eu, c'était pas volé. Et ça nous aurait rappelé les quelques buts de loin qu'a mis Florent, puisque tu comparais tout à l'heure Benjamin, André et Florent. Donc ça aurait ressemblé à ça et ça aurait été très cool. Donc Benjamin. Et puis après, la défense, parce que franchement, le but de Montpellier, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Tu peux le regarder 3 fois, il est hyper beau ce but. Reinildo se fait prendre dans le dos, est-ce qu'il est vraiment fautif? Pas vraiment. Delors, il met une tête incroyable. Tu peux pas vraiment dire que les mecs étaient mal placés, pas sérieux. Donc, comme d'habitude, Fonte, Botman, Reinildo, Sejic, enfin, moi je les ai trouvés éméniants, je les ai trouvés une fois de plus très bons. C'est vraiment l'attaque qui a été moins bien. Et donc, dans les flops, et c'est la première fois cette saison que je le dis, j'ai trouvé Bourak moins bien, quoi. Christophe C, est-ce que tu as ta liste à nous communiquer? Oui, au niveau de Lille, je mettrais en avant essentiellement la rentrée surtout de Luis Arojo, qui marque un très beau but en plus. C'est pas toujours facile de rentrer dans ce genre de match, donc voilà, je voudrais mettre ça en avant parce que c'est pas toujours évident pour ce garçon de se faire une place au sein de l'effectif. Dans les flops, j'aurais mis, comme beaucoup, je crois, Iconé, notamment sur sa première mi-temps. Et en plus, quand on entend l'interview, alors je sais, c'est pas facile à la fin de la première mi-temps, on lui tend un micro, enfin voilà, mais. Et son interview est à l'image de sa première mi-temps et de son match. Un jour, il faudrait qu'on arrête ça, ces interviews bord de terrain. Ça n'apporte rien du tout, je trouve. Je sais pas ce que Florent en pense, mais voilà, c'est toujours difficile. Donc voilà. Christophe, je te rappelle que tu parles à un ancien chroniqueur de téléfoot. Hein, je sais, mais enfin voilà, c'est micro tendu à la fin d'une mi-temps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Enfin voilà, à part des banalités. Enfin là c'était vraiment le summum. Et pour Montpellier, le jeu offensif, on en avait parlé, et ils mettent quasiment le même but la semaine dernière. Hein. Enfin la journée d'avant, à part que ça se conclut pas par une tête, mais la phase de jeu et l'attaque est montée de la même façon avec le ballon de Ferry qui est lumineux. Bravo Montpellier. Christophe D, ta liste, ton top et tes flops. Ou tes flops et tes tops, comme tu veux. Ouais, non, à Lille, j'ai beaucoup aimé Soumaré, moi. Je trouve que Soumaré fait un bon match.
Il a été plutôt efficace et assez sobre. À Montpellier, j'ai bien aimé Savanier. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe quand il va arrêter le sport, parce que lui, il est déjà limite là. Et il va être comme nous. Hein. Attention à lui. Attention à lui. Il est en mauvaise forme. Et sinon, il y a un gros flop, c'est pour Galtier. Pour Galtier, son coaching, il est pas terrible. Il n'agit pas à la mi-temps. À la mi-temps, il va y avoir un électrochoc. Disant, les gars, on va être champion, on va pas y arriver. Il se reconnaît, tu peux rentrer. Yilmaz, à 60e, il n'est toujours pas bon, tu sors. Enfin, à un moment donné, il faut faire signe au groupe que tout le monde a sa chance et que tout le monde est concerné, quoi. Et là, j'ai senti qu'on attendait la 65e, la 70e pour voir si éventuellement ça n'allait pas bien se dérouler quand même. Donc je trouve qu'il a été trop mou dans son coaching et trop attentiste. Georges, il y a des joueurs que tu voulais mettre en avant ? Tout a été à peu près cité. Soumaré, notamment à deuxième mi-temps, où il est vraiment costaud, quoi. J'avais remarqué aussi. André, qui a su justement amener un apport offensif. Et alors, je voulais en parler comme Florent, finalement, c'est des joueurs dont on parle souvent sur le côté pitbull, je lâche rien, je ratisse. Mais Florent, comme Benjamin, c'est aussi des créateurs et des créatifs. Faut pas l'oublier. Je pense que Silos a eu un aussi beau jeu dans toute cette époque. Florent, moi, je l'ai pas vu que comme forcément, il a harcelé le porteur du ballon, mais dès qu'il avait le ballon dans les pieds, il savait s'en servir à fort bon escient. Et Benjamin, c'est un peu la même chose. C'est là tout joueur de vrais numéro 6 dans l'esprit, vrais ratisseurs, mais qui savent construire. Donc, pour ça, parallèle, tiens encore. Après, je vais rappeler quand même qu'en tout début de match, on a tendance à l'oublier, mais Maignan fait encore un arrêt déterminant sur le coup franc. Il y a encore un super arrêt de Maignan en tout début de match, là. Et les flops, on les a cités. C'est vrai que Bourak, je crois clairement, ça doit être son plus mauvais match, hormis les 2-3 où il a mis un peu de temps à s'adapter. Je pense que ça a été vraiment... il a été pour le coup d'un manque d'adresse comme je n'avais jamais vu. Et même pour... il connaît, finalement, on dit il tricote, mais là, il n'a même pas eu le temps. Enfin, je pense que sur 5-6 ballons, il le perdait tout de suite, quoi. Il était perdu. Et puis Bamba, c'est un peu les mêmes travers, quoi. Ça fait quelques matchs qu'il n'y arrive plus, c'est compliqué. Alors, quand on voit la rentrée d'Araujo, peut-être aussi que c'est le moment de basculer sur d'autres choix, quoi. Je peux juste faire une remarque sur ce que vient de dire Georges. Je suis complètement d'accord sur ce qu'il dit, sur la technique de Florent à l'époque. Et Florent, comme c'était un joueur de devoir, enfin moi c'est l'image que j'en ai, mais il dira peut-être le contraire, mais il respectait surtout des consignes. C'est pour ça qu'on le voyait dans un jeu peut-être un peu restrictif. Mais là où on le voyait tel qu'il était, c'était simplement en allant aux entraînements. On se rendait bien compte. Moi, j'ai des souvenirs très clairs de venir devoir jouer à l'entraînement et de voir à quel point tu étais technique. Et même, ça me surprenait parce qu'encore une fois, c'est pas ce qu'on voyait en match. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut le savoir, ça ? Pas du tout, puisque les entraînements sont plus ouverts. Donc, on n'a plus de contact avec nos joueurs et on est incapable de dire ce que donne un mec à l'entraînement, contrairement à ce qu'il donne en match. Et si je tire encore plus loin, on a reçu Fernando D'Amico. On pouvait assister à l'époque, quand c'était au Grand Carré, à tous les entraînements. Tous les entraînements. Maintenant, on voit 3-4 entraînements qui sont ouverts au public. Et ça va être un entraînement en plus qui va être restreint au niveau des exercices faits, machin, etc. Et ça, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Et ça fait presque une transition sur le sujet d'après Super League. Mais ce qu'en pense Flo de ce changement du football et du fait que le public soit plus jamais convié aux entraînements. C'est sûr que c'est dommage ce côté-là. C'est vrai que moi j'ai connu où il y a pas mal d'années où il y avait les supporters à chaque entraînement. Donc c'était bien, on prenait le temps aussi de discuter. Il y avait, on sentait que les supporters étaient avec nous. Et c'est vrai que moi je l'ai vu un peu l'évolution quand je suis arrivé à Lille où c'était aussi un gros domaine. Mais ce n'était pas nous qui décidions de faire du huis clos. Nous, ça ne nous posait aucun problème de voir les supporters et discuter et qu'ils viennent voir les entraînements, sauf que c'était des consignes du club, de petit à petit, de restreindre un peu, de se cacher un peu. On a commencé à arriver aux attachés de presse aussi, petit à petit à bloquer de passer par l'attaché de presse pour parler aux journalistes. Moi, j'ai connu au début de ma carrière, on m'appelait directement au téléphone et j'ai changé tout ça. Après, à un moment donné, il fallait passer par un intermédiaire. On a vu cette évolution sur ce niveau-là. Et sur les huis clos aussi, je trouve ça dommage. Les huis clos, je peux comprendre. Veille de match, où on pas monter
consigne ça. Et dans la semaine, je trouve ça dommageable. Et c'est pour ça que des fois, il y a peut-être un fossé qui est en train de se créer des fois entre les joueurs et les supporters, parce que les supporters ne comprennent pas un peu les joueurs, on ne les voit plus, on ne les approche plus. Et je pense que c'est ce qui manque aussi pour quand il y a des moments un peu difficiles. Arnaud, je vais te laisser conclure sur le sujet de Montpellier. Est-ce qu'il y a des questions des internautes? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tout a été dit, hein. Franchement, il a tout été dit. Hein. Après, c'est vrai que tout ce que vous avez dit est vrai. C'est vrai que je suis un peu déçu par Bourak, bien qu'il aurait pu marquer dès le début du match quasiment sur à l'intérieur du pied qui passe au ras du poteau, et ça aurait été parfait. Mais après, il n'a pas été aussi percutant que les autres fois, mais c'est pas grave. On va pas le blâmer pour ça. Il est excellent, et puis c'est bon, hein, ça viendra une autre fois. Peut-être que contre Lyon, ils vont en marquer 2 ou 3, et puis ça ira. On va tous repartir comme en 40, hein, mais tout le reste, après, c'est vrai que la défense est Maignan. Maignan, pour moi, c'est, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est le meilleur gardien européen à l'heure actuelle, je pense. Parce que j'ai regardé un peu des matchs en Angleterre, il y a quand même des trous, mais là, Maignan, il nous sort une fin de saison remarquable. Rien à dire. Voilà, on a fait le tour de ce premier match. On peut passer à la deuxième partie de ce bistrot d'Allé-et-Losc. Il est 21h06. Nous avons comme invité Florent Balmont donc, ce soir pour réagir sur l'actualité du club. Et nous avons donc également la participation des piliers du bistrot, Georges, Christophe C, Christophe D, Julien Desdogues de Paris, Baptiste et Arnaud. Alors, deuxième partie de cette émission, un sujet qui est au devant de l'actualité depuis hier, la Super League. Quel avenir pour la Ligue 1? Donc, une déclaration fracassante des 12 plus gros clubs de football internationaux qui proposent de créer une compétition concurrente à la Champions League, donc la Super League. Alors, une ligue fermée. C'est sa principale caractéristique, avec d'énormes ressources. Baptiste, est-ce que tu peux rapidement nous décrire ce projet? Alors, juste avant de décrire le projet, il y a une dernière info du groupe Talksport, donc une info assez bonne, une source bonne qui nous informerait que les 12 clubs engagés dans la compète vont se réunir ce soir pour discuter d'une éventuelle dissolution de cette coupe. D'ailleurs, le président de la Juve, Andrea Agnelli, vient de démissionner. Donc ça, c'est une info qui vient d'apparaître. Mais donc, tu viens de nous pourrir le sujet, Baptiste. c'est ça. Mais sinon, pour faire très clair, donc c'est 12 clubs, donc je ne vais pas les citer, mais donc c'est 12 clubs qui participeraient à une ligue semi-fermée, donc 12 équipes avec 8 invités, puisqu'il y aurait donc 8 équipes actuellement. Donc ça serait 2 poules de 10, avec des matchs aller-retour. Les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés, les 4e et 5e vont en barrage. On se retrouve donc avec 8 équipes, et après c'est comme un format Ligue des Champions. On joue les quarts et les demi et match aller-retour, et donc la finale en match aller. Et le principe, donc, ce serait de booster les droits TV grâce à de gros matchs chaque semaine. Le projet aurait dû normalement donc commencer en 2024, et donc ce sujet fait grand débat dans le monde du sport, puisque même les chefs de l'État et les plus grands footballeurs s'en mêlent et s'y opposent fermement. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis hier. Il y a un excellent article dans La Voix du Nord qui présente le projet et qui est titré Super League, le grand bluff. Ça ouvre une question. Est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que c'est simplement une façon pour les 12 grandes de renégocier les droits de la Champions League? On est un peu dans le bal des faux culs, si je puis me permettre, entre une UEFA qui est en train de réformer sa Champions League pour faire plaisir aux plus riches et ces mêmes plus riches qui, en parallèle, essaient de monter une compétition pirate. Alors, qu'est-ce que, si ça devait se réaliser, même si on a des indices comme quoi il y a aussi Chelsea d'ailleurs qui fait marche arrière depuis ce midi, si ça devait se réaliser, quelles seraient les conséquences pour le football et notamment le football d'en bas? Julien, tu veux réagir? Ta première question, je l'ai trouvée intéressante. Est-ce que c'est du bluff, pas du bluff? Je ne sais pas si c'est du bluff dans le sens où les clubs qui ont lancé ça sont obligés de faire quelque chose. Parmi les 12, tu en as 6 qui sont endettés à plus de 300 millions d'euros.
Donc les gars, de toute façon, ils doivent faire quelque chose pour s'en sortir. Ça fait très longtemps qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils ont à la tête des grandes fortunes qui en ont marre d'aligner les centaines de millions d'euros ou des fonds d'investissement qui veulent du retour sur investissement. Et donc, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, au final, certainement que c'est du bluff et que c'est une façon de renégocier avec l'UEFA qui trouve trop mou. Mais ce qui s'est passé, c'est quand même grave. Alors, ça nous a pas appris qu'il y avait du pognon dans le foot et que c'est que le pognon qui compte aujourd'hui. Je pense qu'on le sait maintenant depuis un petit moment. On a bien compris que les fonds d'investissement cherchaient à racheter un peu tous les clubs. Et c'est pas au LOSC qu'on va dire le contraire, parce que on sait très bien que Merlin Partners, c'est un fonds d'investissement, et c'est exactement dans cette mécanique-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais ces clubs-là, simplement, ils ont montré que le supporter n'avait pas d'importance. Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris. Oui. Qui sommes abonnés, qui allons au stade régulièrement, on n'a plus de place. En revanche, le fan, donc le mec qui peut habiter à Shanghai, à New Delhi, lui, il a de l'importance parce que lui, pour le coup, on parle de centaines de millions, voire de milliards d'individus, donc tu multiplies ça en euros, hein, et c'est à ces gens-là que ces mecs-là ont envie de parler parce que pour eux, c'est la seule façon de s'en sortir, et donc ils s'assoient sur nous, on n'a plus d'importance. Et moi, c'est surtout ça que je retiens dans ce qui s'est passé hier, c'est que le supporter n'a plus d'importance, et alors je te parle même pas du foot d'en bas, c'est évidemment cracher à la gueule de tous les bénévoles des petits clubs qui sont quand même là pour former des joueurs qui demain vont venir nourrir ces ogres du foot, et ça évidemment, c'est horrible, mais j'ai l'impression qu'on le savait déjà. En revanche, qu'on nous crache à la figure à ce point, voilà, je crois que ça a marqué cette rupture-là. Alors, moi, je ne peux pas résister au fait de vous lire des extraits de la déclaration de Florentino Pérez, le président du Real de Madrid, qui est quand même remarquable dans le non-dit. Donc évidemment, il justifie ça sur la pandémie, hein, qui a un large dos, la pandémie. Donc la pandémie nous a donné le coup final pour lancer ce tournoi. Nos revenus ont diminué de 300 millions d'euros. Alors là, on touche dans le sublime après. La Super League n'est pas une ligue pour les riches. C'est une ligue pour sauver le football basée sur la solidarité. Nous ne laisserons pas le football disparaître. En fait, il nous fait le coup du ruissellement. C'est exactement ça. Et ensuite, donc, dernière phrase qui m'a marqué et qui est vraiment significative de ce que tu disais à l'instant, Julien. C'est inconcevable que les petits clubs puissent gagner de l'argent sur les transferts alors que le FC Barcelone en perd. Et surtout, si vous gagnez la Ligue des Champions, vous recevez 120 à 130 millions de l'UEFA. Mais avec la Super League, nous gagnerons beaucoup plus. Le vous, le nous, ça vous choque pas? Moi, ça m'a choqué. Georges, je sais que tu es très réactif sur ce type de débat. Je te laisse la parole. Oui. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai que le foot pro moderne, Julien l'a un peu abordé, mais c'est un peu la rencontre de deux mondes. C'est un business rentable, un business où il y a beaucoup d'investissements, et nous, en tant que supporters, on peut en avoir besoin, je peux l'entendre, mais c'est aussi un bien commun, club de foot. C'est un truc qui nous appartient à tous. Si on est réunis ici aujourd'hui avec un joueur emblématique, c'est parce qu'on a une identité, on appartient à un monde sur lequel il y a une histoire. Je pense que tous ici, vous avez le souvenir de la première fois que vous êtes allé au stade, vous avez le souvenir de la première fois que vous avez amené votre gamin. Je pense que tous en France, tous ces supporters, tous ces fans, ils ont cette histoire. Et on a profité du moment, bien entendu, où ils n'étaient plus là pour lancer ce petit machin. Alors Arnaud me demandait, tiens justement, puisque la semaine dernière j'avais fait référence à Dupont de Ligonnès, la semaine d'avant on avait parlé d'Émile Louis, quel serial killer j'allais citer? Il y en a 12 qui me viennent en tête. Florentino Pérez, Laporta, Cerezo, Agnelli, Zang, voilà, ils sont 12. Ils sont 12 en train d'essayer de tuer ce bien commun. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, je n'y crois pas du tout. Je n'y ai pas cru une seule seconde à leur ligue, mais je me suis dit, c'est un pur coup d'intox, et je crois que ce qui arrive, ça ne va pas être rassurant, parce que c'est uniquement un moyen, à mon avis, de pression pour renégocier une Ligue des Champions encore plus fermée.
Moi, je suis désolé, mais depuis 20 ans, la Ligue des Champions, elle me fait chier. Elle me fait chier parce que chaque année, j'ai les mêmes affiches au même moment. Alors oui, il y a du spectacle, mais il n'y a plus d'émotion. Et je trouve que moi, dans le bien commun, il y a des clubs qu'on oublie. Il y a des clubs qui appartiennent à l'Europe qui, pour moi, sont aussi nobles que le Real, que l'Inter, que Tottenham. Je pense à la Juke Split, je pense à l'Étoile Rouge de Belgrade, je pense à Porto, je pense à Benfica, l'Ajax, le PSV, Anderlecht. C'est des grands noms d'Europe. Et ces clubs-là, aujourd'hui, on va leur dire un peu plus, non, vous n'avez pas votre place parce qu'on est dans notre entre-nous. Alors, moi, j'ai envie de revivre. Moi, j'ai la nostalgie, vous savez, des quarts de finale de Coupe d'Europe où on allait des fois jouer dans d'improbables stades champêtres d'Europe de l'Est. Mais au moins, ça nous renvoyait à quelque chose qui était de l'ordre de l'émotion. Et je veux dire, moi, le spectacle, pour le spectacle, je m'en fous. Si c'est pour avoir des stades pleins, en effet, de touristes japonais, d'oligarques russes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux revoir, je revendique aussi le droit de ces petits matchs, le droit aux purges. On peut avoir des purges. C'est important d'avoir des 0-0 un peu pourris. Ça remet en relief le match fabuleux qu'on va avoir derrière. Et c'est ce football-là, moi, que je revendique et je pense que tous les ultras veulent avoir. Alors, moi, à mon avis, on peut leur laisser leur espèce de petite gestette. Je leur invite même à aller plus loin, je dirais, dans cette espèce de top 12. C'est que finalement, tu remplaces le gazon par de la terre battue, tu mets un filet au milieu, des raquettes, tu reçois Patrick Bruel et t'appelles ça Roland Garros, quoi. Voilà. C'est un sujet qui est fortement décrié par le monde du football en règle générale, mais les gros clubs, les 12 clubs, ont fait un sondage. Et le sondage est plutôt favorable à cette Super League. Sur 4000 personnes interrogées sur les 5 pays concernés par cette réforme, le taux de sympathie pour le projet est de 66%. Il y a 66% qui sont favorables au projet. Il existe un cas en Europe de Super League, 2 cas d'ailleurs, je crois qu'il y a le basket, l'Euroleague de basket, et aussi en rugby. Est-ce que tu veux nous en parler, Christophe D, bien sûr. C'est 2 cas très différents parce que, alors si je prends d'abord le rugby, c'est un sport qui a déjà besoin de beaucoup de repos entre chaque match, pour au moins 6 jours. Donc déjà, on ne peut pas faire des matchs au milieu de semaine. Donc on se trouve avec des doublons, des choses comme ça. Alors, l'esprit de province, le championnat de province est une culture au rugby. Ça existe depuis des années en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Argentine, même dans les pays Irlande, un peu en Écosse. Et donc, le fait de dire on va créer un championnat de super province comme il s'est passé dans l'hémisphère sud, dans l'esprit rugby, c'est pas vraiment trop déconnant. Ce qu'ils ont fait, ils ont séparé les saisons. Il y a 3 mois pour la saison de rugby province et 3 mois pour le Super 12. Enfin, non, c'est Super 15. Donc voilà, ils ont séparé les choses pour que les joueurs. Par contre, ce qui s'est passé au niveau du rugby français et anglais, ils ont refusé. Ils sont restés au rugby club. Et donc, la Coupe d'Europe est restée avec une Coupe d'Europe qui se déroule avec des clubs et des provinces. Et tant bien que mal, ça se déroule bien quand même. Il reste des doublons avec les équipes nationales, mais ça, c'est à peu près inévitable avec les jours de repos entre 2 matchs. Mais voilà, au rugby, ça se passe, c'est plutôt dans l'esprit rugby depuis le début. Les sélections rugby, c'est toujours comme ça. Il y a les Barbarians, les Lions, il y a des sélections de tous les sens. Par contre, ce qui s'est passé au basket, c'est vraiment semblable à ce qu'ils voulaient faire au niveau foot. Au basket, il y a 12 clubs qui ont décidé de faire une ligue à eux. Ensuite, ils sont plus ou moins revenus l'Euroleague de basket. Ensuite, ils sont plus ou moins revenus dans le giron et ils ont repris la main. Et maintenant, c'est eux qui ont les 2 Coupes d'Europe de basket et qui décident que le calendrier de basket et la FIBA s'est arrangé avec eux pour caler des matchs, un peu comme elle s'arrange avec la NBA. Et en basket, c'est admis et on se retrouve avec un basket français qui est diffusé sur l'équipe 21 quand elle a le temps de le diffuser. Alors, ce projet de Super League est fortement décrié par les acteurs du football en règle générale. Olivier Létang a regretté en fait la décision dans la Voix du Nord. On a les supporters de Liverpool, de Chelsea qui ont mis des banderoles, qui ont fait une communication très agressive. On a même des joueurs qui peuvent être concernés comme Benjamin Pavard qui regrette finalement ce type de fonctionnement. On a Bruno Fernandes, qui est un joueur de Manchester United, lui-même qui dit « les rêves ne peuvent être achetés ». Et on a Boris Johnson, donc le Premier ministre du Royaume-Uni, qui a 6 clubs concernés, qui dit « c'est très dommageable pour le football ». Alors Christophe C.,
je pense que tu rejoins un peu ces différents avis. Qu'est-ce que tu penses de la situation ? Mais oui. Moi, je voudrais surtout m'excuser auprès de Baptiste, m'excuser auprès de mes enfants. On va leur laisser un football qui ressemble à quoi? Enfin, voilà. Désolé, Baptiste, hein, t'as 18 ans et on va te laisser un foot qui ressemble plus à rien. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je m'excuse. Voilà. T'as pas connu les dinosaures, nous non plus, mais voilà, nous, on a connu un foot plaisir, on a connu un foot où on allait avec notre papa, avec notre papy, on allait au stade et on allait boire des coups quand on avait l'âge après. Et on a rencontré plein de gens, dans tous ceux qui sont autour du bistrot, là, actuellement, autour Enfin, voilà, je suis désolé, hein, mais j'ai pas de grand-chose à dire. Ça me dégoûte et voilà, je vais aller voir les féminines de Bousbecq à 5 km de chez moi. Là, il y a encore un esprit. Voilà, on ira manger un sandwich le samedi et on discutera avec le coach, avec les filles à la fin du match. Et il n'y aura pas de micro parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. On ne va pas se taper des matchs comme ça. Je ne les regarde plus, les matchs de la Ligue des Champions, comme beaucoup. J'ai regardé Paris 5 minutes à la fin du bistrot la semaine dernière. Et c'est vrai que PSG-Barça, on en a vu tous les ans en aller-retour. Et une fois oui, une fois non, ça passe. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé, Baptiste. Le problème, c'est le problème des grands nombres. C'est les gars, on n'est pas nombreux. Vous prenez une moyenne de 40-50 000 par stade, vous multipliez par le nombre de clubs concernés en Europe. On parle quoi, d'une centaine de clubs que vous multipliez par 50 000. On n'est que dalle. Donc c'est bien que les mecs de Liverpool soient les mettre un panneau RIP football, le football est mort, machin, etc. On n'incarne plus rien en face. On a des Indiens, des Chinois qui, sauf millionnaires, iront en effet un jour au stade, mais n'iront jamais en vrai, mais qui achèteront des abonnements à la télé. C'est le football de la télé. Notre choix à nous, c'est de souscrire ces abonnements ou de ne pas y souscrire. Je pense qu'on est tous d'accord ici. On ne souscrira pas ces abonnements si ça devait aller au bout. Et en revanche, et Christophe, je suis complètement en phase, et je le fais déjà. Le dernier match qu'a vu mon fils, c'est un match des féminines du LOSC. Parce qu'à la fin, elles sont venues nous remercier d'être venues. On a pu discuter avec elles. Et c'était génial. Et c'était un match agréable. Et il y a de la proximité. Et moi, je pense que mon dernier match, là, c'était même un match de marque. Et je vais voir, voilà, les petits clubs qui jouent en national. Parce qu'on voit les mecs, parce que c'est vivant. Et parce qu'on boit un coup derrière au clubhouse. Ce qu'on pouvait faire au LOSC quand on était à Grémont-Pré-Joris. Ce que moi j'ai fait quand j'étais en stage à Sedan, je servais des bières aux mecs, tout ça c'est fini. Alors on est peut-être des vieux cons, hein, mais putain que c'était bon quoi. Et il reste plus rien de tout ça. Florent, même si ça risque de se terminer en eau de boudin, qu'est-ce que tu penses de ces projets de ligue fermée avec le risque majeur, c'est que finalement ces clubs fassent leur propre championnat, qu'il n'ait plus d'enjeux sur les championnats nationaux, qui viennent finalement phagocyter les recettes publicitaires et appauvrir tout le football national, quels que soient les pays concernés. Comment tu vois ça? Tu penses que c'est une chance pour le football ou tu penses que c'est un danger? Non, mais c'est sûr, moi je comprends le mécontentement de tout le monde, hein, de Georges, de Christophe, de tout le monde. Là, j'écoute et je le comprends parce que je me mets à la place. Moi, la Ligue des Champions, ça me faisait vibrer quand j'étais gamin. J'espérais une fois la jouer. J'ai pu la jouer avec le LOSC. Je me rappelle, j'ai un souvenir où mon premier match avec le LOSC en Ligue des Champions, j'avais les frissons. J'étais à deux doigts de pleurer quand j'entendais l'hymne. Parce qu'on s'était battu toute l'année pour être en Ligue des Champions. Donc ça, sur ces côtés-là, oui, je comprends vraiment une grosse déception, mais bon, voilà, je pense que ce qu'il a dit au début, je pense qu'il y avait sûrement un gros coup de pression à côté parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont montées au créneau. Je pense qu'il y avait un coup de pression sur sûrement l'investissement, mais on en arrive toujours au même. Hein. Moi, le football change aussi, hein, sur le côté où la jeunesse, avant, maintenant, on fait une dizaine de matchs, il faut les vendre le plus cher possible parce que c'est encore pire qu'avant, je trouve, ce côté de système de financier. Donc, on en arrive de plus en plus à ce niveau-là. Maintenant, bon, je pense que ça va, j'espère que ça ne se fera pas. Je pense que ce qui est bien, c'est que tout le monde monte au créneau. Donc, ça, c'est important aussi que toutes les personnes importantes se montrent pour empêcher tout ça parce que pour la mort de cette Ligue des Champions, la mort des supporters, de tout ça, de voir ce club arriver en Ligue des Champions et d'avoir l'opportunité de la jouer. Donc voilà, moi je le comprends tout à fait et si je pouvais le dire aussi haut et fort, je le dirais sans problème. Arnaud, tu veux conclure sur le sujet? Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux?
Alors moi j'ai qu'une chose à dire, enfin après tout a été dit quasiment. Mais moi ce que j'ai remarqué c'est que j'ai un article là, de cette fameuse Super League là, qui dit que JP Morgan n'a pas tardé à répondre. La banque d'affaires américaine a annoncé lundi qu'elle allait financer cette Super League à hauteur de 4 à 6 milliards. Je dis c'est bon, le LOSC est tranquille, on peut rembourser bien tardivement parce que vu que JP Morgan est dans les investisseurs du LOSC aussi et qu'ils vont peut-être pas trop réclamer vite de l'argent, s'il est prêt à investir 4 à 6 milliards, il peut les mettre au LOSC s'il veut. Ça peut être beaucoup plus simple que ça en tant que prêteur principal du LOSC, qui peuvent imposer le LOSC dans les 5 invités. Et en une saison, avec les recettes de la Super League, on aura remboursé notre passif. C'est un meilleur scénario. Il y a des questions sur les réseaux sociaux? Oh non, c'est plutôt un débat, c'est vrai qu'ils disent la C1, c'est intéressant qu'à partir des 8e de finale, le LOSC n'aurait jamais rejoint la Super League, le potentiel de population de Lyon ou de l'OM aurait fait barrer la route à tout ça. C'est peut-être ça aussi, c'est vrai. Après, en France, il y aurait que le PSG qui aurait été entre parenthèses intéressant pour cette Super League. Je vois pas d'autres clubs, on va dire, derrière, qui peut engranger autant d'argent et de fans, on va dire, entre parenthèses, dans le monde entier. Donc, pour la France, je suis content que ça s'arrête parce que je pense que ça aurait été une belle connerie. Voilà. Oui, Georges. Peut-être non. J'écoutais aussi dans les fameuses déclarations de Florenzi quand même l'évocation que peut-être que si les jeunes accrochaient moins au football moderne, c'est que les matchs étaient un peu longs et donc qu'il fallait les raccourcir. Ça veut dire aussi que si c'est une ligue qui dépend plus des fédérations et des instances, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec multiplier les remplacements, remplacer les mi-temps par des cartons, histoire de foutre un peu plus de pages publicitaires. J'ai un peu l'impression qu'ils peuvent jouer au flipper comme ils veulent avec les règlements, quoi. Et ils pourraient changer de ville comme les franchises aux États-Unis en basket ou au hockey, bien sûr. Bien sûr. Et ça, le Chinois, il s'en fout. Le Chinois, il est fan d'une marque, d'une couleur de maillot, d'un logo et de quelques joueurs qu'il a connus. Il n'en a rien à foutre que le théâtre des rêves il soit à Manchester, au milieu de la ville. C'est pas son problème, ça. C'est bien ce qu'on dit, il tue le bien commun, quoi. Il tue plein de tout. Bon, je vous propose de... Son championnat Hein? Il ne peut pas avoir son championnat. Lui, le Chinois, là. Bon, je vous propose de laisser tomber les Chinois pour l'instant et finalement de nous satisfaire de ce qu'on a évoqué au début, c'est qu'a priori, il y a la marche arrière qui semble enclenchée sur ce projet et que pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est 21h27, on est un petit peu en retard. Je vous propose de passer à la 3e et dernière partie de l'émission. Prochain match, OL LOSC, malheur aux vaincus. Un premier tournant, finalement il reste 5 finales, c'est peut-être la plus importante. Comment vous voyez ce match? On va commencer par Baptiste et puis on fera le tour de table et on terminera par Florent qui pourra nous parler de son expérience finalement de Lyonnais actuellement et qui connaît bien les deux équipes. Donc Baptiste, on va commencer par toi. Ouais, donc tout d'abord pour resituer un peu le match, donc c'est le premier qui affrontera le 4e en clôture de cette journée, donc ce dimanche à 21h. Du côté de nos concurrents, non. Dans la course au titre, le PSG affrontera Metz et Monaco affrontera Angers. Donc c'est une obligation de gagner et de mettre Lyon à 6 points, et donc je pense de l'éjecter de la course au titre. D'autant plus que la semaine d'après, il y aura un Lyon-Monaco. C'est type de tout basculer dans ce championnat. Donc moi déjà, je m'attends à un grand match, je pense, avec deux équipes qui certes en ce moment ne brille pas beaucoup, mais qui gagne avec certaines individualités. Donc il y a Bouraki Yilmaz d'un côté, il y a Depay de l'autre. On peut un peu comparer les joueurs. Et je me dis que nous sommes la bête noire façon de Lyon, et qu'en aucun cas nous perdrons ce match, surtout que nous sommes à l'extérieur. Et en dehors du Stade Pierre-Mauroy, on a un supplément d'âme. Je rappelle qu'on est invaincu, il me semble, à l'extérieur en Ligue 1 en 2021. Maintenant, j'ai quand même peur du match nul, puisqu'il faudra que nos dogs soient réalistes, je pense, face à une équipe de transition. Donc ça va être deux équipes de transition qui vont s'affronter. Ça va être un beau match, mais je pense qu'il y a quand même un avantage du côté du LOSC. Christophe D, comment tu vois ce match au sommet? Tendu parce que, comme d'habitude contre Lyon, c'est toujours un peu chaud. Après, Maignan fait toujours des grands matchs contre Lyon, donc ça c'est plutôt rassurant parce qu'il est déjà fort. En plus, il est encore un peu au-dessus. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à exemple, leur milieu de terrain qui est quand même assez bon, même si j'aime pas du tout Paqueta, il est quand même fort quand même.
Non, il faut vraiment qu'on empêche de jouer au milieu de terrain, un peu ce qu'on a fait à Paris, et qu'on soit efficace tout de suite. Et puis, on n'a jamais perdu le Groupama Stadium. J'espère que ça va continuer et qu'on gagnera même de justesse. Ça me va très bien. Christophe C., tu as le même optimisme? Oui, et puis surtout, je compte sur Florent pour envoyer un petit SMS au coach Garcia. S'il peut lui expliquer que passer la main après 10 ans et que voilà, quelqu'un lui succède à Lille avec un beau titre, ce serait plutôt sympa. Donc voilà, c'est juste pour le côté anecdote. Mais voilà, mais c'est vrai que un peu à l'image de Montpellier, je crains un peu leur milieu de terrain et puis voilà, leur ligne d'attaque. Après, voilà, plus de justesse dans le jeu et un match sérieux comme on a pu le faire à Monaco. Et voilà, au moins garder cet écart contre Lyon. Et après, Paris, on verra bien, mais au moins les garder à distance. Georges, ton avis sur ce sommet du championnat? En général, on se démerde bien contre les équipes du top 5, donc par déduction, ça devrait être le match le plus facile des 5 qui nous restent. Mais non, pour avoir joué Lyon, c'est un sérieux client quand même. Mais on sent que c'est pas. J'ai vu le match contre Nantes, la deuxième mi-temps est vraiment poussive, et je pense que s'il n'y a pas un tel manque de réalisme chez les Nantais, ils peuvent repartir avec au moins un point sans que ce soit un hold-up. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même assez inconstante. C'est sans doute. D'ailleurs, comme Paris, on l'a vu contre Saint-Etienne, à part Monaco, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un coup là-bas, mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on retrouve un vrai niveau. Et j'espère un Sanchez en jambes et inspiré. Je ne sais pas où ça en est, quoi. Julien, ton avis sur ce sommet? Tout a été dit, je vais pas en dire beaucoup plus, comme ça on pourra poser des questions à Florent à la fin. On joue à l'extérieur, on joue un gros club, donc autant de chances de faire un grand match et de gagner. Normalement, c'est ce qui nous réussit. Et en effet, j'ai vu aussi, comme Georges, la deuxième mi-temps contre Nantes, qui était vraiment faiblarde et qui laisse dire qu'il y a de la place. Alors, Florent, la question... d'abord, mérite d'être posée. Entre Lyon et Lille, est-ce que ton cœur balance? Est-ce que tu as un avis subjectif? Et comment tu vois ce match finalement entre deux équipes qui ont une certaine inconstance quand même depuis quelques matchs, hein, même si elles continuent à être dans le quatuor de tête? Déjà, je ne vais pas me positionner des deux côtés, ça c'est sûr. Je ne prendrai pas le risque. J'avais le droit à une question vicieuse pour l'émission, hein, c'était celle-là. D'accord, ouais, non, mais là, je ne me positionnerai pas. Après, c'est vrai que je trouve que déjà, ça va être un très beau match parce que c'est des super matchs à voir. Alors, c'est sûr que j'ai regardé aussi Nantes-Lyon, le dernier match. Il a raison sur la deuxième mi-temps où, au cas où, Nantes pouvait peut-être égaliser. Et puis, Lille aussi va sûrement se servir, Galtier va sûrement se servir du match de Paris pour faire exactement pareil au niveau de la densité, au niveau du milieu de terrain et vraiment d'être compact et de pouvoir partir en compte parce que je pense que le jeu de Lille est un peu ça, hein, d'être vraiment costaud et ça part très très vite devant. C'est ce qui a fait la force contre Paris. Maintenant, Lyon, je ne sais pas pourquoi, je les sens, même s'ils sont en difficulté, ils prennent quand même des points. Et des fois, dans cette position-là, d'être quatrième à chaque fois et de revenir un peu sur... Parce c'est vrai que là, on les avait souvent enterrés rapidement. Et là, ils sont, pour eux, c'est peut-être un espoir d'espérer quelque chose d'autre ce week-end. Je pense que moi, je vois bien quand même un match nul. Sur ce match-là, je peux peut-être me positionner sur ça, un match nul sur ce match qui, à mon avis, ne fera pas une bonne affaire pour les deux équipes. Ah non, ça ne nous arrange pas, là. Ça n'arrangera pas, alors il faut voir ce qui peut se passer sur les autres matchs. Alors, maintenant, c'est sûr que moi, je voudrais... voilà, Lyon, c'est mon club et il y a Rudy Garcia, il y a vraiment des bonnes choses. Et Lille, par rapport aussi à ce qu'ils font depuis le début de l'année, où je trouve qu'ils sont quand même cohérents et ils montrent du beau football. De l'extérieur, quels sont les joueurs de Lille que tu retiens? Il y en a quelques-uns que tu voudrais mettre en avant, alors pas depuis le début de saison? Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est Mike. Alors moi, je l'ai connu, Mike Maignan, quand j'étais à Lille, et il était doublure. Alors, doublure de, je ne sais plus, peut-être de Vincent Enyama. Vincent Enyama, oui. Et il a franchi des paliers, il s'est canalisé, et je trouve qu'il est, comme je disais tout à l'heure,
vraiment l'un des meilleurs gardiens, le meilleur gardien pour moi du championnat, ça c'est sûr cette année, qui a sauvé énormément, qui est très présent. Après, Araujo, je trouve qu'il est très intéressant quand il rentre. Et peut-être, même s'il n'a pas été testé d'entrée, c'est peut-être qu'il manque quelque chose quand il est titulaire. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a Sanchez que j'aimais énormément, mais qui est quand même assez blessé quand même. Donc ça, c'est ce qui fait un peu défaut. C'est vrai qu'un Sanchez plein de bourre, pas blessé, je pense qu'il serait super intéressant sur cette fin de saison avec Lille. Et puis, au milieu de terrain, c'est vrai qu'André, j'aime beaucoup aussi. Après, devant aussi, il connaît, même si il n'est pas des fois réaliste, il est percutant. C'est une équipe qui est complète. À Botman, derrière aussi, j'aime beaucoup avec Fonté. Ça, c'est vraiment des joueurs qui sont... c'est vraiment la base de l'équipe. Et on dit souvent, une grosse équipe, c'est le gardien, c'est un défenseur central, un milieu axial et l'attaquant. Et c'est ce qu'ils ont aussi du côté de Lille. Donc, voilà. J'ai hâte de voir ce match quand même. Avant de passer au tour des pronostics, alors Florent a déjà donné le sien, donc je ne lui reposerai pas la question. Est-ce que vous avez des questions pour Florent? Profitez-en, il est avec nous, ça ne se reproduira pas de sitôt. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Georges. Ouais. Alors, Florent, d'abord, c'est au travers de 2 anecdotes avec Florent, très rapidement, 2 souvenirs quand même pour donner un petit peu l'état d'esprit du joueur. Moi, j'ai un premier souvenir, alors, ça a été sans doute un souvenir pas très sympa pour toi, mais je me souviens d'un match contre Valenciennes où la veille, tu avais été victime d'un fait divers assez sérieux et nous, on avait été estomaqués parce que c'était moins de 24 heures après, donc tu t'étais fait homejacker, je pense que c'est ça. Et on t'a vu sur le terrain contre Valenciennes, mais c'était à se rendre compte de rien. Tu étais dans ta plénitude totalement dans le match, c'était absolument incroyable. Et l'autre chose qui dénote l'état d'esprit, qui est un petit peu plus anecdotique, c'est un souvenir d'un vent que tu as mis au moment d'un serrage de main, un joueur qu'on apprécie pourtant beaucoup ici, qui s'appelle Florian Thauvin. Alors, je me suis dit, non, mais ça me renvoyait quelque chose de sympa parce que d'un côté, on a un mec quand même qui nous parle de l'amour du maillot et de l'autre, quelqu'un qui n'a pas toujours le respect des engagements, quoi. Et moi, ce que je voulais savoir, la question, est-ce que c'était juste un coup d'intox pour un coup de truand de Brisca ou il y avait vraiment un sens là-dedans et un ressenti par rapport à ça, quoi. Mais pas du tout. Alors, c'est sûr qu'on me l'avait. Alors, ça remonte à quelques temps et c'est vrai qu'on l'avait vu sur la caméra où j'avais pas serré la main. Moi, il me semblait que je lui avais serré la main. Alors peut-être que j'étais dans le match et peut-être j'étais déjà un peu tendu et c'est sûr que on était lui faire de cadeau. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on était déjà remonté dans le vestiaire pour ça. Mais il me semble pas de ne pas lui avoir serré la main. Je pense que j'étais sûrement j'étais peut-être à 200%. Déjà, j'étais un peu trop chaud pour faire un gros match derrière, mais si c'était ça, c'était vraiment pas, voilà, j'avais pas préparé, peut-être dans le côté duel. Et puis on l'avait bien accueilli, on avait tout fait comme à chaque fois dans un club et qu'il soit parti comme ça et on n'avait pas du tout apprécié. Bon, après on avait gagné ce match-là, je me rappelle, donc ça c'était bien. Et l'anecdote sur Valenciennes, oui. J'ai des souvenirs où je l'avais fait à 5h du matin, il y avait le match, je me rappelle Rudy Garcia m'avait demandé si je voulais jouer le match, j'ai dit non, il faut que je joue pour évacuer tout ça, et ça avait fait du bien, mais il fallait, voilà, peut-être sûrement montrer du caractère, mais c'était important pour moi d'évacuer ce que j'avais vécu la veille, et comment dire, même les joueurs m'avaient demandé si je voulais jouer, j'avais dit oui sans problème, donc c'était important, en plus on l'avait gagné, donc c'était important de le faire. Pour revenir avec Florian Thauvin, c'est toute sa carrière, il lui semblait pas, lui il lui semblait pas qu'il avait signé à Lille, nous il nous semblait qu'il l'avait fait, c'est tout un débat. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Florent? Oui, moi j'ai une question qui vient des Docs de Paris. Un de mes collègues qui te demandait comment as-tu ressenti la fin de ton aventure au LOSC, parce que c'est vrai que nous, supporters, on aurait aimé que tu finisses ta carrière là, que tu ailles au bout. On t'imaginait entraîneur des jeunes chez nous et pas retourner pour le coup ni à Lyon, ni à Limonest, à côté de l'hippodrome là-bas. Donc, comment tu as vécu tout ça? Alors là, comme on disait tout à l'heure, est-ce que j'avais une déception? Je ne sais plus sur quoi on disait. Là, j'ai une grosse déception. Et je ne l'ai jamais trop exprimé. J'ai été énormément déçu de la façon dont ça s'est fait sur la fin. Même si j'ai du respect par rapport à M. Antonetti.
C'était pas du tout prévu que je parte. C'était prévu que je reste au club. Sauf que pendant les vacances d'été, ou juste après, on m'a fait comprendre que j'étais plus du tout le bienvenu au club. Donc à partir de là, connaissant mon caractère et mon tempérament, quand on me dit t'es plus bienvenu au club, quand le directeur sportif me dit nous on a envie que tu restes, mais l'entraîneur ne veut plus. Bon voilà. Mais le problème c'est que c'était déjà trop tard et j'aurais su ça avant. J'aurais pu faire entre guillemets mes adieux au stade. J'aurais fait venir tout le monde et que j'aurais eu un accueil que j'avais envie d'avoir avec 8 ans au club. Moi, c'est plus cette déception que j'avais eue. Là, j'en avais gros sur la patate, comme on dit. Et heureusement que j'avais joué avec Dijon rapidement et que j'avais eu un bel match derrière. Ça a été dur pour nous en plus parce que quand on te voit par exemple après fêter ton 500e match à Dijon avec tout ce qui s'est passé, ta famille, Rio qui vient, etc. Moi quand je vois ces images à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire mais c'est chez nous que ça devait se passer quoi. C'est à Lille qu'on devait fêter Florent et pour toutes ces années au club et ça a été dur pour toi, ça a été dur pour nous aussi quoi. C'est terrible. Mais c'est sûr, mais après j'ai pas voulu rentrer parce que je n'étais pas une personne qui va exprimer à chaque fois dans les journaux et au niveau, mais j'ai été marqué sur ce côté-là parce que c'était pas du tout prévu. Moi, si je vous le dis, quand j'ai annoncé, mes 3 enfants pleuraient et ma femme pleurait. Voilà, je vous le dis tout simplement. Donc, pour prendre la décision de partir à Dijon, même si j'avais envie, c'était un super projet. Bon, c'était une décision pas facile à prendre parce que personne ne voulait pas. Et même moi, mais sauf quand un entraîneur me dit tu fais plus partie, tu seras plus dans le groupe. Bon, à partir de là, il faut savoir être compétiteur et dire non, je pars. Mais oui, j'avais été déçu parce que j'aurais vraiment voulu rester fin de saison, ma fin de carrière à Lille. Après, j'ai connu des super moments à Dijon et je remercie encore le club de Dijon parce que j'ai pu vivre 4 ans de plus en Ligue 1 et j'ai vécu des moments sensationnels aussi. C'est ton caractère qui allait pas parce que physiquement, tu étais encore au point. C'est un coach que tu connaissais depuis longtemps en plus. Qu'est-ce qui allait pas ? Je pense qu'il y avait quelques antécédents à Nice. Niçois. Donc, je pense qu'il a dû rester sur ça. Il avait une crainte sur le côté où... après, voilà, on s'assagit sur la fin où je pense qu'il avait peur que si je jouais pas, que je puisse, entre guillemets, foutre le bordel dans un vestiaire. Mais moi, ça n'a jamais été ça. Alors oui, compétiteur. Quand je sortais, je n'étais pas très content, mais... je pense que n'importe quel joueur, quand il sort, il est content parce que ça montre aussi qu'il a envie d'être sur le terrain. Maintenant, il avait cette crainte-là et au lieu qu'il m'utilise dans la groupe que j'ai fait à Dijon où je pense avoir fait partie du maintien aussi en 4 ans que je suis resté à Dijon, on a obtenu le maintien. Mais parce que les entraîneurs sont servis de mon expérience aussi, Antonetti voulait pas ça et c'est dommage. C'est dommage que ça soit passé comme ça parce que c'était pas du tout prévu. Les mauvaises langues disent qu'il t'avait confondu avec Benjamin Pavard. Mais est-ce qu'il y a une autre question pour Florent, Christophe? Moi, je voudrais revenir sur un match qu'a évoqué Florent tout à l'heure, le match du Bayern de Munich, où tu as expliqué que tu serais bien resté au vestiaire à la mi-temps. Mais je peux te dire que la sensation qu'on avait déjà à l'échauffement, c'est que ça allait être un match incroyablement compliqué pour Lille, avec un échauffement d'une intensité, j'avais jamais vu ça. Mais par contre, merci parce qu'on a vécu des moments incroyables dans ce stade avec une ambiance folle et merci pour ça, c'était juste incroyable. Et on a fêté le but comme jamais on a fêté un but à l'extérieur. Quand on voit le ballon qui touche la barre et qui rentre, on aurait pu faire le tour du stade si on avait eu le droit, mais voilà, merci juste pour ça. Merci pour tes 8 ans au club. Et comme l'a évoqué Julien, désolé, mais on aurait tellement voulu... que tu restes avec nous et partager ce 500e avec nous. Voilà, c'était juste, pas forcément une question, mais juste évoquer ça. Ouais, mais c'est gentil. Mais après, tu vois, juste surfer sur le côté Ligue des Champions, où moi, c'est un regret, c'est de ne pas avoir eu l'équipe de 2011, qu'on puisse montrer autant de choses en Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu un regret, parce qu'à chaque fois, on nous disait, oui, Lille, ils ont du mal en Ligue des Champions, mais bon, chaque année, on perdait 2 joueurs clés. Donc, c'est compliqué. Donc, j'aurais vraiment voulu avoir... vraiment l'année de 2011 et qu'on soit en Ligue des Champions, je pense qu'on aurait montré de belles choses. C'est sûr. D'autres questions, peut-être chez les internautes? Oui, alors il y a Stéphane Malaquin qui dit, petite question pour Flo, Lille doit-il parler ouvertement du titre? Non,
Non, faut rester jusqu'au bout comme ça. On l'a fait en 2011, donc si c'est un conseil, je pense que Galtier est très bien sur ça. Je pense qu'il faut. Alors c'est sûr que dans le vestiaire, ils en parlent tous les jours. On va pas s'en cacher. C'est ce qu'on faisait en 2011. On en parlait, mais ça sortait pas du. Pourquoi se mettre une pression inutile? Ils sont premiers. Si ouvertement on l'annonce, automatiquement il y aura une pression en plus. Donc voilà, qu'ils restent comme ils sont, c'est très bien. Il y a des joueurs d'expérience, il y a Galtier derrière, et ça ne sert à rien de l'annoncer ouvertement. C'est très bien qu'il le joue, le titre, mais il vaut mieux rester concentré et de rien dire. Voilà. Et puis une dernière question, c'est un doc d'honneur qui dit que devient ton académie en région lilloise? Mon académie, je l'ai vendue à un moment donné où il y avait Yo Cabaye qui a repris tout de suite derrière. Donc maintenant, c'est Yo Cabaye qui est responsable de l'académie de mon académie là-bas. Donc c'est le nom, je crois que c'est Futsal Yo Cabaye, je crois, il me semble. Il me semble, donc j'avais vendu, et puis c'était Yo Cabaye, donc c'était un petit signe sympa. D'accord. C'est bon. Voilà, je vous propose de terminer avec les questions, sauf s'il y en a une toute dernière très courte. Ouais. Oui, Ouais, je vais en faire une très rapide, Florent. Alors, je sais pas si tu peux en parler, mais on sait que Christophe Jallet et Benoît Chéreau, après l'aventure Téléfoot, ont rejoint Canal+. Mathieu Bodmer ne les a pas rejoints, mais a été approché. Et alors, est-ce que toi, en tant qu'ancien joueur, tu as été approché alors? Non, j'ai pas été approché. J'ai pas été approché. Alors, j'ai été approché par d'autres, mais au niveau radio. Mais je crois que j'étais trop concentré sur le côté de mes diplômes d'entraîneur. Mais c'est bien, je suis content pour Christophe Jallet, pour Benoît Chéreau, parce que je trouvais qu'ils se débrouillaient bien aussi, donc c'est une opportunité pour eux. Mais c'est bien, je pense que ça a pu aussi avoir une visibilité pour eux, donc je suis content. Voilà, il est 21h46. Je vous propose de terminer cette émission du Bistrot des LOSC. On ne fera pas les concours de pronostics. De toute façon, on est tous d'accord, on va tous gagner à Gerland, alors sauf Florent Valmont qui voit un match nul très diplomatique. Mais donc, on va terminer là-dessus. Je voulais te remercier, Florent, pour ta disponibilité, pour ta présence avec nous ce soir. Donc, merci. Et à très bientôt. Tu es le bienvenu quand tu veux. Puis on espère qu'on aura tes nouvelles en tant qu'entraîneur très prochainement et pourquoi pas pour la suite de ta carrière. Donc on te suivra de près. Et juste un petit message. Tu as le profil d'entraîneur t'as le profil d'entraîneur qui fonctionne chez nous, Florent. Hein, parce que c'est gentil. À Lille, il est venu entraîneur, il a cartonné. Galtier, pareil, avec des épouses qui connaissent déjà la ville, tout ça, ça marche bien. On dit ça, on fait comme ça. On me l'a souvent dit, mais on verra par la suite. Mais je voulais vous remercier, c'était sympa. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est des ambiances un peu sympas où on discute, tout le monde échange, et c'était très bien, avec plaisir. Merci. Merci. On t'enverra le lien du résumé, comme ça tu pourras regarder ça tranquillement. Alors, comme tous les internautes qui peuvent bien sûr, je le rappelle, revoir l'émission en replay, donc dans quelques minutes sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube du Bistrot des LOSC. Donc je voulais remercier donc bien sûr Florent, je voulais remercier nos piliers de bistrot, donc merci Christophe D, merci Christophe C, merci Georges, merci Julien des Dogs de Paris, merci Baptiste, merci Arnaud, merci à tous les internautes. Donc rendez-vous sur les replays, partagez, diffusez la bonne parole, regardez cette émission, elle a été très intéressante et surtout donc pour la semaine prochaine, n'oubliez pas, allez le LOSC. À bientôt, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.